Mesdames et messieurs, bienvenue dans Réplique, une émission essentiellement politique de la rédaction d'Africa Télévision. Nous recevons pour ce 1e numéro Messieurs Chériben Okende Senga. Il est cadre de la majorité présidentielle et président du parti Front Social des Indépendants Républicains. Il est l'auteur du livre Leadership géopolitique en RDC, l'audace d'une révolution substantielle. Dans cet ouvrage, l'auteur a tout dit. Il a fait une analyse froide de la situation politique, économique et sociale de la RDC. Il a tiré sur l'opposition radicale, même sur sa propre famille politique. Monsieur Chériben Okende, bienvenue dans Réplique. Merci beaucoup, madame. Nous allons directement dans le livre. Je le livre avec moi. Je n'ai pas pu lire le 300 et quelques pages de cet ouvrage. C'est un livre très intéressant. Très intéressant. Dans la première partie, vous avez présenté la République démocratique du Congo comme un scandale géologique, un véritable inventaire minier, un pays riche et socialement clochardisé, mais il y a des paradoxes. Vous avez dit que le leader politique de la RDC sont ceux qui commandent en permanence et dépendent de l'extérieur. Vous avez également dit, là je suis dans la page 24 si je ne me trompe, que la richesse de l'Afrique fait le bonheur d'une élite, mais le malheur de sa population. Et cela fait à peu près 2 ans que vous avez écrit cet ouvrage. Et je vous demande si cela fait exactement 2 ans que vous avez compris que votre population croupit dans la misère. En fait, la rédaction du livre, il faut aussi le situer de prime abord. Elle part de cette exhortation que nous a faite Patrice Emery Lumumba. Il avait dit dans sa dernière missive à Pauline que l'histoire de l'Afrique, et particulièrement l'histoire de la République démocratique du Congo, sera écrite par des Congolais. Après avoir très bien intériorisé notre situation, après avoir, avec beaucoup de hauteur, examiné notre situation, nous devons donc nous-mêmes nous interpeller, regarder le destin de notre pays pour savoir comment nous pouvons régenter l'Afrique. Cette analyse ne part pas simplement de 2 ans, ne part pas simplement d'un régime, ne fait pas le procès des individus, mais nous regardons la situation de notre pays depuis l'accession du pays à l'indépendance. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 55 ans que nous sommes en train de tourner autour du pot. Le paradoxe congolais, il existe bel et bien. Le monde occidental ne serait pas libéré sans la bombe atomique fabriquée à partir de l'uranium de la République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez nos ressources, nous sommes véritablement ce scandale géologique, un don béni de Dieu. Mais lorsque vous regardez comment nous vivons, vous allez trouver que c'est le paradoxe le plus humiliant de l'humanité. Nous avons des populations les plus pauvres des pauvres de la planète. Ce n'est pas Chériben Okende qui l'invente, mais il y a des indicateurs pertinents qui nous l'imposent. Alors on doit se poser la question, depuis l'accession du pays à l'indépendance, quid? Pourquoi cela? Et de cette analyse, de ce questionnement, il m'est arrivé à discerner que c'est notre manière de gérer la cité, c'est notre manière de faire la politique. Nous n'appliquons pas cette politique de la recherche de l'excellence, de l'intérêt général, c'est plus le tribalisme, le trafic d'influence. Au fait, toutes ces pesanteurs n'ont pas pu faire en sorte que nous puissions relever le défi. Donc, ce livre qui parle du leadership et du jeu politique démontre la nécessité de cette révolution substantielle. Il ne suffit pas que de le dire. On a toujours psalmodié la même rengaine depuis 1960. Tout le monde le dit et tout le monde le sait. Mais personne ne sait résolument se mettre à ouvrage pour diagnostiquer notre véritable mal. Donc notre véritable mal, c'est le leadership dystonique dans un jeu politique
qui ne permet pas l'émancipation du Congo. Nous, la gâchette du revolver décrit par Frantz Fanon, nous ne savons pas donner l'impulsion pour que l'Afrique aille de l'avant. Et restons toujours dans ce même cadre. Donc je suis toujours au début, vers les pages 24, 25, 26. Je reprends la phrase. La richesse de l'Afrique fait le bonheur d'une élite, mais le malheur de sa propre population. Et j'aimerais qu'on revienne dans le livre, pour nous parler de leadership. Cela veut dire, cela démontre clairement, même en République démocratique du Congo, il y a ce problème de leadership. Exactement, il s'agit bien de la République démocratique du Congo. Nous devons avoir la capacité de nous autoflageller, de nous regarder, de nous interpeller, de faire l'introspection pour que notre pays aille de l'avant. Nous devons cesser avec l'angélisme. Lorsqu'on est dans une famille politique, on ne sait plus dire la vérité. On est aveuglé peut-être par l'ivresse du lait et du positionnement politique. Non, moi je pense que c'est ce qui a engouffré le Congo. Donc nous devons avoir cette honnêteté vis-à-vis de notre peuple, de nous interpeller pour changer le destin de notre pays. Vous avez parlé de l'Afrique, et d'ailleurs dans cette citation, j'ai fait allusion à Sidiki. Au fait, la situation du Congo n'est pas simplement au Congo. Nous pouvons extrapoler, et c'est Sidiki Kaba qui a dit, la richesse de l'Afrique, et je l'ai cité dans cet ouvrage, c'est un Sénégalais, la richesse de l'Afrique profite à une minorité. Et lorsque vous regardez la République démocratique du Congo, en tout cas, madame, vous ne serez pas tenté de contredire ce verdict, parce que, au fait, le pays scandaleusement riche qu'est la République démocratique du Congo, la croissance macroéconomique, la stabilité. Mais si vous regardez dans la quotidienneté de la vie des citoyens, ben écoutez, il n'y a rien. Donc juste une stabilité, une croissance économique, ben, ma foi, qui profiterait à d'autres paramètres que la vie quotidienne du citoyen. Ça doit nous interpeller. Et aussi, je suis toujours dans la lecture du livre, et là je m'éloigne un peu. Il y a beaucoup de questions, mais nous allons y revenir. Je m'éloigne un peu pour aller à la page entre 80 et 86, où vous avez parlé de votre parti politique, FCIR. Vous avez parlé de l'entrée de votre parti politique dans la majorité présidentielle. Et il y a quelque chose qui m'a fait peur de voir un homme politique, un cadre de la majorité, qui a réfléchi comme un scientifique. Vous avez dit ceci exactement. La majorité présidentielle est hantée par les mots d'ordre. Je vous demande de vous procurer cet ouvrage. La majorité est hantée par le mot d'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté. Et là, je me demande, mais comment un homme libre d'esprit comme vous réussissez à vivre dans ce contexte-là? Ben écoutez, ça dépend peut-être de l'éducation d'un chacun, de l'expérience d'un chacun. Je dois tout de suite indiquer que moi, je suis un produit de la société civile et je suis fier de l'être. Avant d'embrasser la politique active, j'étais dans la société civile. Et n'importe quelle composante de la société civile, j'ai été syndicaliste. Donc j'ai parlé avec les plus petits, tout comme le plus grand. J'ai parlé avec des huissiers, des sentinelles, des ouvriers. J'ai parlé avec des grands directeurs, de PDG, des ministres et j'en passe. Donc j'ai eu à saisir la quintessence du dialogue social. Et on ne peut pas entreprendre un dialogue social sans la sincérité, sans dire la vérité, sans promouvoir le débat. Et c'est pour cela que je fais ce verdict, j'ai fait ce constat. Cela n'a pas commencé depuis le début de l'AMP. Il fut un moment où nous avions le débat. Vous avez des idées, vous les exprimez. Mais vous allez situer dans l'ouvrage à partir de quel moment il y avait cette dictature de mots d'ordre. Donc, à un certain moment, vous ne savez... Et c'est une dictature qui persiste jusqu'aujourd'hui. Bon, c'est à vous de découvrir le livre et à faire des analyses. Donc, je crois que... Il faut acheter le livre, voilà. C'est important. Voilà. Mais lorsque vous dénoncez cela, vous n'êtes pas à la porte de la sortie de la majorité? Eh bien, je dis ceci, nous devons avoir la capacité de nous auto-flageller. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, et dans le cadre de la majorité présidentielle, si nous sommes sincères avec Joseph Kabila. Parce que c'est lui l'autorité morale, la majorité. Et l'histoire est un éternel recommencement. Si nous voulons faire comme les turiféraires de la Deuxième République avaient fait avec le maréchal Mobutu, là, nous n'allons pas dire que nous avons de la loyauté envers Joseph Kabila, que nous aimons Kabila. Puisqu'il est connu qu'il y a des gens qui gaspillaient leur temps en trompant Mobutu, que tout va bien mon maréchal, pendant que les choses se gâtaient.
Mais en fin de compte, c'est des gens qui ont abandonné Mobutu et il est seul aujourd'hui, paix à son âme, au Maroc. Et nous connaissons comment Mobutu avait quitté le pays. Donc moi je crois... Qu'il y a beaucoup de flatteurs aussi aujourd'hui au sein de votre... Bon, je n'accuse personne. Je fais notre autopsie à nous tous. Je ne relève pas certaines pesanteurs de la majorité en disant non, c'est Chérubin Okende qui a de l'angélisme. Non, non, pas du tout. C'est nous tous. Nous devons, encore je le répète, avoir la capacité de nous auto-flageller. Si nous voulons pratiquer une politique qui vaille la peine pour nous sortir du misérabilisme qui est le nôtre, dans lequel s'engouffre le peuple congolais. Donc je pense que nous devons avoir ce courage. Je suis de la majorité, je n'ai pas quitté la majorité. La porte de sortie, ma foi, je ne vois pas quelqu'un qui m'y sortira, parce que dans tous les cas, le cas de figure, Vous avez eu l'audace de dénoncer voilà, ce que les autres ne peuvent pas faire. S'il vous plaît, ceux qui aujourd'hui semblent ne pas être perméables à cette ouverture d'esprit, mais ce ne sont pas ceux-là avec qui nous avons combattu la véritable AMP quand c'était extrêmement difficile. Lorsqu'il y avait le MLC avec des milices du vice-président Jean-Pierre Bemba dans Kinshasa. Alors rappelez-vous, madame. Sous le crépitement des balles, on a vu Chérubin Okende devant tout le front qui se battait pour sa famille politique. Ouais. Et cela s'appelle la constance politique. Et qu'il n'y ait pas aujourd'hui certains zélés, certains illuminés, certains surdoués qui disent que non, bon, ils aiment Joseph Kabila plus que tout le monde, plus que nous tous. Non. Ceux qui viendront sur ce chemin, je suis en train de les attendre et je vais assumer. Parce que je ne suis pas un flagorneur. Et mais le fait que vous dites qu'il n'y a pas de débat, même au sein de votre parti politique, est-ce que ce n'est pas une manière d'interpeller aussi l'autorité morale de cette plateforme? C'est une interpellation. C'est une interpellation à nous tous. Ce débat manque et tout le monde le sait, mais très peu ont le courage de pouvoir le dire. La dictature de mot d'ordre, c'est aussi la dictature de ceux qui croient être le plus grand parti. Or, vous connaissez que en politique, on a aussi besoin du plus petit que soi. L'équation arithmétique semble tout résoudre. Et on prive le chef de l'État, même de l'expertise de certains, simplement parce que il y a d'autres, bon, enfin, c'est comme un marigot de caïman, hein, le gros caïman veulent tout avaler. Mais ce n'est pas un procès du seul, je ne voudrais pas que nous ayons cette fixation de la seule famille politique à laquelle appartient Chérubin Okende. C'est une interpellation de toute la classe politique congolaise. Depuis 1960. Comment nous avons pratiqué la politique dans ce pays? Et si nous étions sur le bon chemin, pourquoi ça ne marche pas? L'analyse de ce livre démontre que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Nous avons appliqué plutôt un leadership dystonique qui ne donne pas suffisamment de tonus pour que la nation congolaise puisse aller de l'avant, comme cette résurrection de l'Afrique qui devrait passer par la résurrection de la République démocratique du Congo, dixit Fabien Eboussi Boulaga, qui est un Camerounais. Aussi, je saute rapidement vers la page 97. À la page 97, vous avez critiqué, vous avez parlé des parlementaires renégats. J'aimerais savoir qu'est-ce que cela veut dire. Vous savez, là c'est au niveau même de la constitution, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous savons que dans la pratique politique, il y a aussi la transhumance. Il y a pour des besoins évidents, pour des raisons évidentes, de recherche de positionnement politique, on peut trouver même des députés qui quittent leur parti et qui vont dans des mariages hors nature, sans idéologie, sans constance idéologique. Or, dans le cas d'espèce, de parlementaires renégats, s'ils n'ont pas quitté expressément leur parti politique, ils ne vont pas être déchus de l'Assemblée, ils ne vont pas perdre leur mandat. Donc, on trouve des gens qui luttent contre leur formation politique et qui restent là, donc des vagabonds politiques. Le vagabondage politique nous lamine dans la classe politique congolaise. Donc, c'est aussi une autre interpellation pour que nous puissions consolider la véritable démocratie au sein même de nos partis politiques. Il faut respecter la structure qui vous a donné le pouvoir et il faut également que nous, dirigeants de partis politiques, nous sachions prendre du détachement entre l'individu Chérubin Okende et le président du Front social des indépendants républicains. Parce qu'aujourd'hui c'est Chérubin, demain ça peut être Balibois, ça peut être Jean-Jean Samba, ça peut être
quiconque d'autre, Philippe Nyembo ou j'en passe. Ça peut être Moïse Akonda, donc j'en passe. Donc le Parlement aussi n'a pas été épargné ici, mais j'aimerais encore relire ce passage où vous avez dit, où on parle de ce parlementaire renégat. En plus de tout cela, ils peuvent même faire des déclarations publiques contre leur parti sans être menacés de leur mandat parlementaire s'ils n'ont pas quitté délibérément le parti ou renoncé au dit mandat. Vicié par son article 110, la Constitution favorise ainsi implicitement ou tacitement la transhumance et l'instabilité au sein des partis politiques. Une explication par rapport à... C'est tout ce que je venais de dire, madame. Quitte à vous maintenant à conforter avec la réalité sur terrain. Ne me donnez-vous pas raison? C'est aussi à demander à des milliers de téléspectateurs d'Africa TV de lire l'ouvrage et de confronter avec la réalité sur terrain. Est-ce qu'il n'y a pas cette transhumance politique dans notre classe politique? Est-ce qu'on ne le vit pas réellement? Est-ce qu'on ne le vit pas réellement? Vous me donnerez raison que c'est ça la réalité de la pratique politique à la congolaise. Est-ce que c'est la meilleure façon de vivre le pluralisme politique? Je dis que non, ce sont des antivaleurs. Et si nous voulons redorer la pratique de la politique dans notre pays, nous avons à quitter ces antivaleurs, à changer de nature du jeu politique. Et ça, c'est très important. Mais toujours dans le même pas, vous avez parlé de l'opposition radicale. Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous reprochez à l'opposition radicale. Eh bien, je ne reproche pas à l'opposition radicale quoi que ce soit. Je lis, je constate qu'au niveau de l'opposition radicale, notamment, il y a des gens qui s'opposent à tout et en bloc. Lorsqu'ils ne sont pas dans un cercle de pouvoir, tout est négatif. Donc, c'est ça le manichéisme destructeur qui est expliqué dans cet ouvrage. Nous devons avoir la capacité de privilégier la nation, que l'on soit dans l'opposition ou la majorité. Il y a des questions essentielles qui touchent à la vie de la nation. On ne peut pas transiger avec ces questions-là. Donc, ce n'est pas question de posture, d'être de l'opposition ou de la majorité, quand il s'agit de questions essentielles, existentielles de la République, de la nation. C'est cette recommandation qui est faite dans cette analyse-là. C'est ça, c'est un livre qui tombe à point nommé. Au moment où on parle du dialogue, il y a une classe politique qui dit oui, je vais aller au dialogue. Il y a une opposition. Dans l'opposition, il y a des pro-dialogues et des anti-dialogues. Les anti-dialogues qui disent non sans pour autant donner des explications. Pourquoi les non, pourquoi les oui? C'est ce que nous subissons aujourd'hui exactement. Oui, Madame Mandala, je vous donne totalement raison et je salue votre perspicacité par rapport à cette question qui domine l'actualité politique. Du dialogue, vous allez me demander, êtes-vous pour ou contre le dialogue? Je dis que c'est dans l'essence même de chaque société. On doit dialoguer, même dans nos familles, dans nos ménages. Si vous avez perdu le sens du dialogue avec votre époux, avec votre épouse, avec vos enfants, franchement, vous ne ferez plus un bon foyer. Le dialogue doit persister, à plus forte raison dans une nation. Il y a des dynamiques qui font en sorte que des problèmes surgissent, même dans le parcours, donc on doit dialoguer. Mais alors, il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, et cela est souligné dans cet ouvrage, nous avons l'impression qu'on est en train de s'installer dans un dialogue de sourds. Lorsque vous scrutez les prétentions de l'UDPS. Et lorsque vous regardez au sein de ma famille politique, vous trouverez qu'il y a des clivages. Et pour en savoir plus, lisez l'ouvrage, parce qu'on n'a pas utilisé la langue de bois. Je n'ai pas utilisé la langue de bois dans cet ouvrage pour décrire le pesanteur qui mine la tenue d'un dialogue républicain dans le cas d'espèce. Au fait, s'agit-il des agendas cachés? Les uns les autres semblent avoir des agendas cachés. Voilà pourquoi il y a la cacophonie à ce jour. Il suffirait que les gens s'accordent sur une thématique donnée et que tout le monde parle le même langage, tout le monde regarde dans la même direction, le dialogue pourra se faire. Et vous verrez que même les échappatoires de facilitateurs, de médiateurs, on pourra s'en passer si et seulement tout le monde émettait sur la même longueur d'onde. Mais ici, il s'agit bien d'un dialogue de sourds. Prenez l'exemple de Nemwanda Ntsemi, que c'est une personnalité, un personnage politique que je respecte. Mais suivez le cheminement depuis l'audience accordée par le chef de l'État par rapport au dialogue, depuis certaines ambitions, certaines perspectives d'avoir une transition, si c'est de 5 ans et j'en passe, encore une fois, de partager le pouvoir pour le pouvoir. Ma foi, je me dis,
Ne sommes-nous pas rentrés du temps de la conférence nationale souveraine? Ma foi, je me dis, ne sommes-nous pas rentrés à l'époque du dialogue intercongolais, là où nous avons eu, à la sortie du dialogue, l'accord global et inclusif, la transition avec un président de la République et autant, 4 vice-présidents de la République. Je salue tous les 4, dont Azarias Ruberwa, mon ami. Donc, voulons-nous rentrer encore dans ce cheminement-là? Est-ce que ce n'est pas une marche en arrière dans notre évolution, dans notre apprentissage de la démocratie? C'est ça toute la problématique. Nous devons savoir, dans un dialogue, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous avons tous le même agenda? Si oui, je ne pense pas qu'il y aurait la difficulté. Vous avez bien dit, est-ce que nous avons tous les mêmes agendas? Mais dans ce livre m'apprend, et ce livre me dit que les hommes politiques congolais sont caractérisés par le non-respect de la parole. Et là, ça fait craindre. Et je comprends, je ne sais pas si vous comprenez comme moi, la position de ceux qui ne veulent pas aller au dialogue. Le livre le dit clairement que les hommes politiques congolais sont caractérisés par le non-respect de la parole. Tout à fait. Voilà, allez-y, explicitez un peu. Non-respect de la parole, on peut prendre des engagements, finalement, on ne le tient pas. Nous allons au dialogue pour avoir des élections et puis la focalisation nous glissons tous. Pas par rapport seulement à ce dialogue, qui est encore une perspective, qui n'est pas encore une réalité. Rentrer même dans la Deuxième République, et dans ce livre, Honoré Ngwanda, qui était conseiller spécial du maréchal Mobutu, il est cité, et référence de son livre, Ainsi sonna le glas, le dernier jour du maréchal Mobutu, vous trouverez dans ce livre. Il dit aussi ce qui le dépitait en tant que conseiller spécial du maréchal Mobutu. Il parlait là d'Etienne Tshisekedi. Que des hommes politiques congolais, ce qu'ils peuvent vous dire en privé pour transmettre au président de la République, ce n'est pas ce qu'ils diront à la télévision sur la place publique. Donc il y a une sorte de versatilité qu'il n'a pas compris. Qu'il n'a pas comprise. Donc c'est cela. C'est Honoré Ngwanda, c'est un verdict, on connaît le rôle qu'il a joué dans la Deuxième République. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui l'attitude de la plupart de mes amis opérateurs politiques, c'est la même chose. On n'a pas de constance. Et pour son positionnement, on peut hypothéquer tout un idéal. Donc, aujourd'hui, on peut dire ceci, demain, on dit autre chose, et c'est cette versatilité qui ne redore pas le jeu politique dans notre pays. En plus, pour quitter un peu la période Mobutu, nous venions de concertation nationale, madame. Avec plus de 600... Nous avions plus de 672 ou 75 recommandations. Ayons le sens aussi de l'inventaire. Qu'avons-nous fait de toutes ces recommandations? Et qu'est-ce qui a empêché que ces recommandations soient appliquées? Y avait-il de la difficulté? Si oui, laquelle? Est-elle insurmontable? Alors, vous allez comprendre pourquoi, quelque part, dans ce livre, dans l'analyse excipée dans ce livre, il est relevé le manque ou le non-respect de la parole donnée dans le chef de l'acteur politique congolais. Et voilà, et vous, toujours dans la page 133 ou 134, vous avez parlé du jeu politique et des hommes politiques. Mais il y a une phrase qui m'est restée dans la tête. Vous avez dit devant les tentations, devant la perversion de l'argent, du sexe et du pouvoir, beaucoup de politiciens congolais ne manifestent pas la force de caractériser de l'intégrité et de la vertu. Y a-t-il des hommes intègres dans notre classe politique? Bon, je ne juge personne. Je fais l'analyse de toute notre classe politique. On fait une analyse à haute voix. Voilà, à haute voix. Voilà. Nous devons savoir faire le choix. Après avoir constaté, Chérubin Okende doit s'interpeller. S'investit-il ou s'évertue-t-il à être correct en politique, à être cet homme intègre, idéal, cet homme d'État? Je crois que c'est à cela que doit nous amener la lecture de ce livre. Il ne suffit pas que de le constater ou de penser que ce mal, c'est simplement l'autre. Non, ce n'est pas ça l'approche de Chérubin Okende. Je nous interpelle tous, je nous autoflagelle tous, parce que lorsque vous regardez cela, allusion est aussi faite à de grands rois de l'histoire d'Israël. Vous savez, même de grandes dames comme Dalila a utilisé sa féminité, comme la femme de Pontifar,
qui a eu à tenter le petit Joseph. Et puisque Joseph avait cette hauteur de résister à la tentation, on le jettera même en prison. Vous comprenez? Donc, tout cela, nous devons simplement tirer des leçons de notre société, dans notre classe politique, pour que nous allions de l'avant. Donc, il y a quelque part à cultiver la vertu. Et la vertu en tant que base de l'éthique. Et lorsqu'on aspire à la responsabilité publique, on ne doit pas escamoter l'éthique. Sinon, on ne saura pas le sens véritable de la responsabilité d'État. Certains lecteurs disent, est-ce que l'auteur du livre se prend pour un saint? Il s'est mis à critiquer les autres, est-ce qu'il se prend pour un saint? Il s'auto-flagelle, il n'est pas saint. Cherubin Okende est pareil dans cette classe politique. Mais au moins, il a l'honnêteté de se dénoncer. Il a eu cette audace. Cette audace. Parce que si nous voulons arriver à la révolution substantielle du leadership et du jeu politique de notre pays, nous devons avoir cette audace de nous autoflageller, de regarder que par nos incuries, par nos incongruités, le pays est tombé très bas. Or, il y a moyen d'utiliser le don que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions relever le défi. Nous sommes la clé de l'émancipation de l'humanité. Mais nous avons un destin dérisoire. Nous devons arrêter tout cela. Nous devons nous interpeller. Voilà pourquoi, dans ce livre, il est aussi proposé la religiosité de l'État. Ce n'est pas une religion d'État, mais la manière d'aborder nos questions d'intérêt général en privilégiant un chapelet de valeurs. Ces valeurs vont guider notre société. Vous savez, madame, il est dit dans ce livre qu'un des crimes rébarbatifs qu'on peut reprocher à la Deuxième République, c'est de saper les valeurs morales et éthiques. Vous savez, même la religion, on ne peut pas prôner la religion d'État. Mais j'ai eu la chance d'étudier dans des écoles de frères maristes, donc des catholiques. On nous apprenait à ne pas voler parce que c'est un péché, Maman Maria sera fâchée. Donc il faut prier Maman Marie à son chapelet avant d'étudier, il va vous illuminer. Et je vous assure, à l'école primaire, je ne fais pas mon apologie, mais je ne faisais pas moins de 90%. Fort de ces principes moraux. Donc, vous comprenez? Aujourd'hui, ces principes n'existent plus. Donc, nous sommes ce que le professeur Kamana appelle une société imbécile. Ce n'est pas de moi. Le mot peut paraître très fort. C'est le professeur Kamana, une autre sommité intellectuelle de ce pays, qui décrit notre société comme une société imbécile. Pourquoi? Parce que nous manquons de repères, d'éthique, surtout lorsque nous sommes commis à la gestion de la chose publique. Nous sommes encore cette république des inconscients, d'Exit Modeste Mutinga. Alors, refusons de demeurer cette société imbécile, refusons d'être dans cette république des inconscients. Et c'est à cela que nous allons accéder, avec cela, que nous allons accéder à la révolution substantielle en partant du leadership et du jeu politique. Le livre nous donne de voies et moyens pour arriver à cette révolution substantielle. Tout à fait. Et quelles sont les voies? On doit préserver d'abord les acquis, parce qu'en fait, on devra éviter l'erreur de la tabula rasa, du nihilisme, comme si, bon, il n'y a aucun acquis qu'on peut préserver. Je prends l'exemple de la marche de notre pays depuis 2001. Nous avons beaucoup évolué. La démocratie est relancée, même s'il y a des velléités de nous retourner encore dans une entropie de la démocrature. Nous devons évoluer. Les acquis, nous devons les capitaliser. Il y a les impératifs de la paix, de la sécurité, même si la paix et la sécurité ne sont pas encore dans ce pays, mais nous ne sommes plus du temps de la guerre de l'Est, avec cette guerre d'agression, où nous avions des républicains. Groupes armés, le pays divisé. Donc, nous devons préserver ces acquis. Et c'est du devoir de tout patriote, de tout celui qui aime le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Nous sommes au mois de janvier, madame. Je dois faire chapeau bas à la mémoire de M. Laurent Désiré Kabila. Ça doit nous interpeller. Nous devons également définir de nouveaux paradigmes. Quelle est notre conception du pouvoir? Tout part de là. Nous avons une conception théocratique du pouvoir. Nzambe nde alingi. Ezali mokano ya Nzambe. Mama Loretta ali wanapo Nzambe nde alingi. Non, c'est suranné tout cela. Nous sommes une société démocratique. Nous croyons en Dieu. Il faut que maintenant, la voix du peuple soit considérée comme étant la voix de Dieu.
Nous ne régnons pas le Seigneur. Non, Que la pas du tout. volonté du peuple soit respectée. Que la volonté du peuple soit respectée. Le peuple veut une Voilà. alternance, c'est là Et doit nous, s'appliquer. et nous c'est là doit devons arriver. éviter l'angélisme des individus, comme si nous rentrions du temps où certains compatriotes clamaient tout haut que le maréchal Mobutu était le C'était Messie un des dieu. Zaïrois, était le Christ des Zaïrois. C'est des hérésies pareilles que nous devons laisser. C'est des hérésies pareilles que nous devons laisser. Donc, Est-ce que c'est possible qu'on arrive à tout ça? c'est possible pourvu que tout le monde s'investisse dans cette révolution substantielle et du leadership et du jeu politique. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas une fatalité, madame. Il y a moyen de le faire. Et vous comprendrez que même certains turiféraires de tous bords pourront s'empêcher, s'ils se pénètrent de valeurs républicaines, de continuer avec une certaine flatterie de bas étage pour que nous voyions la République, qu'on ne voie pas des individus. Et vous avez eu l'audace, à la page 108, de dire que l'installation de nouvelles provinces se fait dans une impréparation inconsidérée, sans planification réelle. Et pourtant, nous vivons le contraire. Le pouvoir en place nous dit régulièrement que c'est grâce au démembrement de provinces que nous avons arrivé à placer les administrés proches des administrateurs. Oui, madame, cette décentralisation, ce régionalisme constitutionnel a été consacré depuis 2006 par notre Constitution. Il va falloir interpeller tous les premiers ministres, et je commence par Adolphe Mouzitou. En son temps, qu'est-ce qu'il a pu faire de cette disposition? Je parle d'Adolphe Mouzitou parce que je salue la pertinence